Se lever à 6h30 du matin pour aller à la piscine, c'est plus vraiment un problème parce qu'on est obligé de passer par là pour gagner. Moi, ça a mis très peu de temps en fait entre ce premier titre de champion de France et des temps qui étaient vraiment niveau international. J'ai décidé de prendre le choix d'accepter tous ces sacrifices qui sont des sportifs de haut niveau et je crois beaucoup en l'aura, en ce que les gens peuvent dégager. Et moi sur le bassin, j'ai essayé de trouver l'équilibre entre arrogance et confiance en soi, juste pour que mes adversaires se disent bon bah deuxième c'est bien. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où Florent Manodou est venu te voir en disant est-ce qu'on peut travailler ensemble? Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Camille Lacour. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, tu es une légende de la natation, 5 fois champion du monde. Le fil rouge de cette réussite, c'est ton obsession à aller chercher 100% de tes capacités, indépendamment des autres. Les hauts et les bas de ton parcours t'ont amené à développer une résilience et une philosophie puissante, ainsi qu'une force mentale à toute épreuve. Depuis que tu as arrêté la compétition il y a quelques années, tu parles principalement de santé mentale chez les athlètes de haut niveau et tu, montres la face cachée des podiums et des médailles. Alors merci de venir dans les pionniers. Ici, on mentionne ce que tu fais ou ce que tu as fait, mais on s'intéresse surtout à ce que tu penses. On va revoir ton parcours, on va surtout plonger, c'est le cas de le dire, dans ton univers. Non, c'est promis de ne pas faire Non, pas trop trop. de jeux de rôle sur la natation, j'espère qu'on va y arriver. Donc on va comprendre ton mode de fonctionnement, tes émotions, tes apprentissages et notre voyage, tu remarqueras que j'ai pas dit croisière, sera agrémenté d'informations et d'illustrations de Rebecca en plateau. Alors on commence par ton parcours. Tu es né en 85 à Narbonne, si mes informations sont justes, et tu commences la natation dès 5 ans, un peu par hasard, parce que ton père, tu voulais aller à la pêche avec ton père, qui t'a dit tu ne viendras pas à la pêche si tu ne sais pas nager. Donc tu es allé dans la piscine et immédiatement tu adores ça. Et à 16 ans, tu intègres le pôle espoir de Font-Romeu, et c'est le début de ta grande carrière sportive, Rebecca. En 2001, vous intégrez le pôle espoir de Font-Romeu auprès de Richard Martinez. Vous avez alors 16 ans et illustrez bientôt dans les catégories d'âge inférieur au niveau senior. Vous êtes ainsi médaillé de bronze du 50 mètres d'eau lors des championnats de France cadets. Et l'année suivante, vous l'êtes encore, mais cette fois en double médaille de bronze sur 50 mètres et 100 mètres d'eau en junior. En 2004, vous remportez ensuite 2 titres de champion de France et après les championnats d'Europe de France à Dunkerque et Saint-Étienne en demi-finale senior. Vous obtenez en 2005 des premières récompenses au niveau national pour obtenir 2 ans plus tard 2 premiers titres nationaux seniors en grand bassin en battant votre premier record de France. Après une disqualification qui vous fera déclarer forfait pour les championnats d'Europe, vous retrouvez rapidement le niveau en décrochant 2 titres de champion de France en petit bassin à Angers et vous vous appropriez en plus les records de France des 50 et 100 mètres d'eau. Vous enchaînez les compétitions jusqu'à devenir premier champion du monde de l'histoire de la natation française de 100 mètres d'eau, champion de France à plusieurs reprises et 5 titres mondiaux plus tard. Vous prenez votre retraite en 2017 pour devenir ambassadeur, consultant et commentateur sportif et incarner la persévérance, tout comme dans votre autobiographie intitulée 50 nuances de bleu. Waouh, Ah oui, nickel. ah mais C'est résumé bon, comme bah j'ai ça, rien à c'est... dire. Merci, au revoir. Bah non, si justement, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui est derrière tout cela. Alors, raconté comme ça, c'est une succession, d'exploits, incroyables. On penserait que tout est facile, pour toi, mais en fait, c'est pas le cas, enfin, On dirait comme ça, c'est comme vrai. jamais. C'est vrai, Mm. raconté comme ça paraît simple. Et alors, on va parler juste un petit moment. À 20 ans, tu as dû partir de ton centre d'entraînement de Font-Romeu. Est-ce que tu nous racontes les conditions de ce Les départ? conditions, alors à 20 ans, ça fait quelques années que ça dure. C'était écrit sur mon bulletin quand j'étais encore collégien et lycéen, j'étais un agréable fumiste. Et en fait, cette attitude C'est de bien, c'est contrasté, c'est agréable, déjà, j'étais pas un boucan, je faisais, mais juste je faisais le strict minimum. Et en fait, bah, cette attitude que j'avais en cours, je l'avais aussi évidemment dans le sport, parce qu'en fait, c'était plus ma philosophie d'être à la cool et de laisser vivre. Et évidemment, pour faire du sport de haut niveau ou pour exceller dans n'importe quel domaine, ça marche pas. Et en fait, mon entraîneur avait vu en moi le potentiel qui est apparu plus tard. Et moi, je n'en avais pas conscience. Donc voilà, je me laissais promener au guise des entraînements. Et donc, bah, arrivé en septembre, donc c'était ouais, c'était juste avant d'arriver à Canet-en-Roussillon. En fait, j'appelle mon entraîneur Richard Martinez. Je lui dis comment on fait pour la reprise. Et il me dit
d'abord je prends l'équipe et après j'intègre le boulet. Le boulet, c'était moi. Et je dis: «Bah non, moi je veux pas nager avec un entraîneur qui me traite de boulet». Donc il avait touché mon orgueil et en fait, c'est la plus belle chose qu'il ait fait pour ma carrière parce qu'à partir de là, j'ai décidé de partir à Cannes-Roussillon rejoindre Philippe Lucas et surtout, j'ai décidé d'arrêter de me cacher derrière des excuses et de vraiment prendre le risque d'échouer. C'est-à-dire que quand on prend le risque d'échouer, on a aussi beaucoup plus de chances de réussir, d'arrêter de me cacher derrière des excuses et vraiment voir, ce que j'avais dans le ventre sans avoir trop peur. Ouais, c'est-à-dire que si tu n'essayes pas, tu vas faire quelque chose de moyen, alors que si tu essayes à fond, bon, tu vas peut-être te planter, mais tu Ouais, bien as plus sûr. de chances de réussir. Ouais, enfin, pour moi, quand on commence à enfin, quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui a juste, échoué, qui n'a pas eu peur d'échouer encore une fois et en fin de compte, il a tout mis de bout à bout pour réussir. Mais sauf que des fois, on se dit: «Non, mais ça vaut pas le coup», on a trop peur de rater et en fait, cette peur-là, elle est dramatique parce que quand ça passe, on se dit: «Ah, si j'avais su». C'est vraiment cette frustration qui peut être, qui peut en découdre et là, quand je fais le pas, quand j'ai ce coup de pied au cul de mon premier entraîneur qui me dit: «Je veux plus t'entraîner, t'es un boulet». Là, je dis: «Bon et maintenant, on va vraiment voir ce que j'ai dans le ventre, voir si je suis capable de et puis même si je suis pas capable, au moins j'aurai une réponse» Oui, c'est étonnant parce que vu de l'extérieur, tu avais déjà des très bons résultats. Donc, enfin, se dire que, enfin, c'était comprendre que c'était dommage que tu puisses pas, enfin, que tu ailles pas plus loin sur tes capacités, quoi. ouais, bah, entre le niveau champion de France et champion du monde, il y a c'est vraiment, énorme la différence Alors, c'est donc énorme, mais c'est combien de secondes, par exemple, sur un Ouah, à 50 cette mètres d'eau? époque-là, je crois que je gagne mes premiers championnats de France en grand bassin, en 55, 55-3 et quand je fais champion d'Europe, je fais 52-1. Donc 3 secondes, c'est énorme. En piscine, c'est presque 2 mètres, 50, 3 mètres. Donc vraiment, on n'est pas sur le même monde que le très haut niveau et en fait, justement, cette différence entre le très haut niveau et moi, à ce moment-là, je me dis: «Bah, c'est trop. C'est trop loin» et même pas je l'envisage parce que, bah, ça me fait trop peur de me dire si vraiment je veux y arriver et que j'y arrive pas, je vais être déçu et en fin de compte, une fois que je me dis: «Bon, ben, on va voir», ça marche. Ça se rapproche d'un concept qu'on voit souvent, notamment, dans le milieu entrepreneurial, qui est le 80-20, tu sais? Où on dit que, tu fais 20 des efforts pour 80 du résultat et puis 80 d'efforts pour les 20 restants. Sauf que là, de ce que tu racontes avec les 3 secondes du bout, c'est plus que ça. C'est plus 80-20, c'est 95-5 peut-être, où avec 5 d'efforts, tu vas assez haut, mais pour aller, jusqu'en haut, tout en haut, il faut 95 d'efforts. Ouais, alors il faut tout ajouter. Le travail, c'est vraiment quelque chose qui se fait au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est c'est plus, l'idée d'y croire à un moment donné, de se dire, parce que ces 3 secondes, elles peuvent être, bah, moi, ça a mis très peu de temps, en fait, à y arriver, entre ce premier titre de champion de France et des temps qui étaient vraiment, niveau international. C'est vraiment ce déclic où, au lieu de subir un petit peu ma discipline, j'ai décidé de prendre le choix de vraiment la vivre, d'accepter tous ces sacrifices qui sont de sportifs de haut niveau et là, à partir de là, on est sur une philosophie de vie qui est vraiment différente où, on a tout le temps le verre à moitié plein. C'est-à-dire que se lever à 6h30 du matin pour aller à la piscine, c'est plus c'est plus vraiment un problème parce qu'on est obligé de passer par là pour gagner et en fait, quand on choisit comme ça, on arrive avec le sourire à la piscine, on sait pourquoi on est là, on veut toujours continuer d'avancer vers cet objectif ultime et de suite tout se passe mieux que quand on traîne un peu les pieds et que, qu'on travaille moins que les autres et que, là, justement, l'écart, il se fait, très, très vite. Alors un autre moment, intense, c'est en 2012, les JO de Londres, justement, encore un apprentissage, incroyable. Alors on sait que c'est un moment, qui a été, dur pour toi. Comment justement tu l'as pris? Enfin, on avait, Claude Lelouch dans Les Pionniers il y a quelque temps, qui nous disait qu'il apprenait rien des gloires, mais tout des échecs et donc là, c'est encore, une manière pour toi d'aller plus loin dans la compréhension, de ce que tu veux faire, Mmh. de ta carrière? Ah, comment je l'ai pris? Bah, je l'ai pris en pleine gueule. Clairement, ça a été d'une violence inouïe donc pour retracer un petit peu, en 2010, champion d'Europe, en 2011, champion du monde et en 2012, enfin, voilà, le chemin a été tracé, mais ça se passe pas comme prévu et je finis quatrième au jeu. C'est vraiment, violent à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a tout qui s'écroule et puis, il y a cette question, qui se dit: «Mais, en fait, tout ça pour ça, quoi», pour, ouais, voilà, c'est cette photo-là. On voit un peu, là où je regarde le tableau Tu vois d'affichage et la je me la dis: médaille en chocolat. «Sérieux?» et ben, il y a pas longtemps, on m'a dit que j'étais juste à 16 centièmes de la médaille d'argent. Mon cerveau l'a oublié parce que c'était trop Oui, violent ouais. et là, il y a tout qui s'effondre et puis, très vite, en fait, au bout de quelques heures, je me dis: «Bah, dans 4 ans, je vais les regagner les jeux et tout»
Et en fait, j'arrive pas à mentir à mon cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, quand je lui dis: «Dans 4 ans, tu vas regagner», il n'arrive pas à s'organiser pour se remettre au travail et puis, ben, enfin, c'est vrai que si on parle, si on est totalement lucide, on vient de prendre la plus grosse, claque de sa vie et puis on dit: «Allez, on va se réentraîner 4 ans où on va mettre toute notre vie entre parenthèses et dans 4 ans, on risque de reprendre une même balle». Franchement, le cerveau, il se dit: «Oh, oh, reste tranquille garçon» et ouais, là, ça a été très, très difficile parce que ah ouais, il y a celle-là aussi et ouais, c'est très difficile parce que, bah, là, moi, je suis parti, un petit peu dans un alors moi, j'appelle ça un moment difficile parce que j'ai pas été diagnostiqué en burn-out ou en dépression, mais je pense qu'il y a tout qui était un peu mélangé et ça a été, quelques mois assez difficiles, enfin très difficiles et puis après, petit à petit, j'ai réussi à retrouver, des bons objectifs. Je crois que c'est ce qui m'a vraiment aidé à me relever, c'est que au lieu de viser dans 4 ans un titre olympique, qui semble, tellement lointain et inenvisageable, j'ai juste fait des tout petits objectifs. Je pense que c'est la fondation de la réussite, des bons objectifs concrets, réalisables et là, c'était simplement, bah, de me lever tôt le matin, de prendre une douche, de me raser, d'aller chercher le pain et en fait de repartir un petit peu comme une voiture qui est en panne, de la repousser. Une fois que les deux trois premiers pas sont faits, Et on peut avancer. sur tes séances d'entraînement, du coup, tu te fixes aussi, individuellement par séance, des petits objectifs? Toujours et surtout, j'oublie pas, quand je sens que j'ai fait le job et que j'ai fait, mon 100 parce que pour moi, c'est la clé, il faut pas se mentir, sinon ça marche pas. Mais si on donne vraiment tout ce qu'on a dans le ventre et que même si on est un peu fatigué, j'aime, et je pense que c'est, une des clés de la réussite, c'est de savoir s'auto-congratuler en disant: «Aujourd'hui, j'ai bien taffé, j'ai encore fait un pas vers, mon objectif» et alors enfin, il reste encore énormément de travail pour y arriver, mais ce jour-là, il est fait, il est plus à refaire et surtout, on va en tirer du bénéfice et pas voir ce qui a pas été fait. Parce que de toute façon, on n'est jamais parfait. On peut pas être tout le temps à 100 on peut pas tout le temps être, physiquement au top, mais il faut savoir, s'adapter, adapter ses objectifs à très court terme pour continuer d'avancer, même si, on adapte un petit peu cette vitesse. Mais alors donc tu as réenchaîné les titres mondiaux après, hein, plusieurs, hein, jusqu'à devenir quintuple, champion du monde. Donc là, pour le coup, c'était un vrai beau record. Je ne sais pas si tu t'es fixé, quintuple, champion du monde comme objectif, mais en tout cas, c'est une étape incroyable. Alors, tu as retrouvé la force et on voit que c'est la persévérance qui t'a amené là. Ce qui va nous intéresser aussi beaucoup justement, c'est tout l'aspect, préparation mentale, qui va avec et tout ce que justement au cours de ta carrière, tu as pu, découvrir, comme, force, insoupçonnée. Donc on va passer immédiatement à la section passion. Alors la natation, une passion, mais à côté de cela, évidemment, la manière de progresser sur sa propre discipline, qui, repose beaucoup sur le mental. Alors quand on préparait cette émission, tu disais: «Oui, il y a le mental beaucoup, il y a pas que le mental, il y a quand même aussi le physique, il faut s'être bien entraîné et être fort dans son corps pour être fort dans sa tête». Mais tout de même, le mental, c'est ce qui fait la différence quand on arrive au plus haut niveau. On va s'intéresser à cette partie-là, Rebecca. Le mental et les déclics. En 2008, vous avez eu une sorte de déclic. Vous aviez 23 ans, vous êtes champion de France en titre sur le 50 et 100 mètres d'eau et favori pour les JO. Et là, vous vous blessez. Une blessure qui vous donne envie d'arrêter de nager. Vous saviez que vous ne vouliez pas retourner sur les bancs de l'école et au même moment, vous avez une idée. Pourquoi ne pas inventer un certain service de livraison? Alors, vous prenez rendez-vous avec la banque pour aller au bout de ce projet. Et au même moment, 3 clubs français vous appellent pour vous dissuader d'arrêter votre carrière. Vous avez là un coup de cœur pour Marseille et décidez d'y aller. Vous vous dites là que c'est le moment de tout faire pour élever le niveau au plus haut. Et en 2009, vous terminez 5e au championnat du monde. Et vous avez là encore un déclic grâce à cette fois Nelson Montfort, à qui vous avez dit: l'année prochaine, je reviens et serai dans les meilleurs du monde. Ce à quoi il vous répond que vous êtes déjà dans les meilleurs du monde. Et ça vous a vraiment donné envie de vous donner à 100%. Alors cette petite remarque de Nelson Montfort là, elle est importante. J'aurais aimé qu'il y ait l'accent quand même. Donc, Désolée, Ou en anglais, peut-être? fallait me prévenir. non, je plaisante. Souvent dans ma carrière, en fait, c'est venu d'autres personnes, c'est d'autres personnes, des phrases des amis, des proches qui m'ont fait prendre conscience de mon potentiel. C'est-à-dire que Philippe Lucas, la première fois que je le rencontre, il me dit: «Tu bon».
Il y a vraiment quelque chose à faire. Quand je fais ma première finale au championnat du monde, juste avant de rencontrer C'est bon, c'est Nelson. un énorme compliment pour Philippe Lucas. Oui, alors, bah, en vrai, il est vraiment comme ça. C'est vraiment un chouette gars et qui sait dire les choses. Mais c'est surtout qu'on me l'avait jamais dit. Mes parents m'avaient jamais forcément insufflé ces genres de mots. Mon ancien entraîneur à Fort-Romeu me l'avait jamais dit non plus. Et moi, j'avais jamais cru en ça. Et en fait, quand Philippe Lucas, entraîneur emblématique de l'Or Manodou et tout, me le dit, je me dis waouh, si lui il dit ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Et derrière, quand j'arrive à Marseille, je sens qu'il y a aussi ça. Et il y a mon collègue de chambre à ce moment-là qui s'appelle Nicolas Rostouché, qui était un nageur qui avait un palmarès énorme, surtout au niveau national. Et je rentre après ma demi-finale et je vais le voir et je dis, waouh, en fait, c'est pas si dur de rentrer en finale des championnats du monde. Et en même temps, je jette mon sac. Et en fait, au moment où je dis ça, je me rends compte que bah, ce Nicolas-là, il n'était pas rentré en finale des championnats du monde. Et donc, je rends compte bah, la phrase, à quel point elle peut être arrogante. Et donc, je m'en excuse de suite parce que c'était pas le but, c'était plus un ressenti. Et, euh, et il sourit et il me dit la première fois que j'ai fait une finale au championnat de France, c'est la phrase que j'ai dit à mon collègue de chambre. Il me dit donc voilà, tu vois la carrière que tu peux avoir devant toi. Et c'est une des phrases qui m'a marqué. Juste derrière, le lendemain, il y a Nelson Montfort qui me dit déjà, tu fais partie des meilleurs mondiaux. C'est vrai que bah, cinquième au championnat du monde, c'est pas rien. Mais vu que enfin, je l'avais pas encore analysé, pas encore digéré, c'est vraiment cette phrase qui m'a impacté en me disant waouh, je suis si près. Et encore, je sais que le chemin, il n'est pas fini. Je sais qu'il y a encore énormément de travail, que je peux être meilleur. Et voilà, c'est juste entrouvrir une porte qu'on avait bah, même pas envisagé de pouvoir ouvrir. Donc là, c'est, les d'autres personnes qui te donnent confiance. Également, au collège, tu disais que tu avais, déjà un psy sportif. Alors c'est quoi un psy sportif et à quoi ça t'a servi? Alors, c'est quoi un psy sportif? Je pourrais même pas le dire. À quoi ça m'a servi? Ça m'a servi à rater des séances. Ah oui, tu Au faisais dé- ça, tu te disais: «Bon, là, je vais pas nager, je Parce vais que ça sera c'était ça sera moins bénévole, donc fatigant». c'était le sport-études qui avait mis ça en place. Et c'était pendant les heures d'entraînement. Et donc, il nous avait dit bah, si vous voulez y aller, allez-y. Et puis, bah, moi, j'étais en pleine croissance, j'étais fatigué, j'étais un agréable fumiste aussi. Et je me suis dit bah, au lieu de m'entraîner, je vais aller voir le psy parce que bah, voilà, je vais gratter une demi-heure de séance et comme ça, je suis tranquille. Et c'est quelque chose sur lequel je portais pas forcément d'importance, mais je jouais le jeu quand même. Je discutais. Et quelques années plus tard, je l'ai recroisé en plus quand j'ai commencé à faire du très haut niveau. Et je crois qu'il a simplement, sans forcément que je m'en rende compte, mis des fondations très solides pour construire quelque chose dessus. Et voilà, quand on dit oui, tout se joue dans le mental ou il n'a pas le mental, c'est trop facile de dire ça. Le jour de la compétition, évidemment, il faut du mental, il faut résister à la pression, mais on peut avoir ce mental-là de compétiteur le jour de la compétition. Si on n'a pas le mental tous les jours de l'entraînement pour se lever, pour s'entraîner vraiment à 100%, pour faire sa muscu, pour faire sa récup, pour faire tout ça, j'allais dire, ouais, je le dis, c'est chiant. c'est, c'est tous ces petits détails en fait qui font que on est le meilleur. Et c'est tous ces petits détails qu'on n'a pas forcément envie de faire. C'est aller faire le bain froid juste après les séances. C'est toute cette accumulation de détails qui fait qu'on devient le meilleur. Et ça, c'est le mental. Parce que si on néglige ces moments-là, on peut être un tueur le jour de la compétition. On n'a pas tout fait aussi bien que ses adversaires pour pouvoir défendre nos chances. Et c'est pour ça que j'aime bien dire le mental, pour moi, c'est un grand sac où on balance tous les ingrédients de la réussite. Donc évidemment, il faut avoir cet esprit, mais il y a tellement d'autres choses. Et puis, bah, ça s'organise. Et un préparateur mental, pour ça, moi, il m'a beaucoup aidé aussi pour prendre conscience que je pouvais durer aussi et des clés aussi. Est-ce qu'il y a 2 Camille Lacourt? Il y a le Camille de la vie de tous les jours et il y a celui qui passe en mode, compétition: «Je suis le meilleur, je vais gagner». Ouais, alors celui-là, ça y est, il s'est raccroché avec, il est accroché avec mes combinaisons et les médailles. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait vraiment, ces 2 personnages, tout simplement parce que, bah, le Camille Lacour qui, voulait aller, à la pêche avec son papa, n'avait pas l'arrogance ou la confiance en soi pour aller chercher, le titre de champion du monde ou champion Ouais, d'Europe c'est ou ça, il rêver faut d'un le titre vouloir. olympique. Il faut se vouloir et se dire qu'on en est capable, mais le retour des autres est important, comme tu disais, Bien sûr, quand on alors le dit: «Tu retour peux le des autres, faire», ça peut être un petit déclic pour avancer, mais à un moment donné, il faut que ça vienne forcément de nous et puis plus que de le vouloir, il faut le savoir. Enfin, à un moment donné, pour être le meilleur, il faut savoir qu'on est le meilleur. Si on a un doute, il y en a un autre qui l'aura pas et il va passer devant. Donc, quand moi je rentrais dans j'aimais bien la dire que je changeais de personnalité, mais c'était une armure que je mettais, qui était remplie
une armure qui était construite de travail déjà, évidemment, et puis de confiance en soi exacerbée. C'était même de l'arrogance quelquefois. Euh, où j'aimais bien prendre mes adversaires avec une certaine sérénité que j'avais pas forcément. Enfin, Ouais, le tu imposais Camille, ton rythme aussi, en arrivant près exactement. du bassin, tu dis: «Bon, C'était que c'est» des détails comme ça. Je crois beaucoup en l'aura, en ce que les gens peuvent dégager. Des fois, on croise quelqu'un, on se dit: «Waouh, il est tellement arrogant», c'est juste ce qu'il dégage. Et moi, sur le bassin, j'essayais de trouver l'équilibre entre arrogance et confiance en soi, juste pour que les gens, quand mes adversaires me croisent, se disent: «Il a l'air fort encore, ça va être dur d'aller le chercher», ou même se dire: «Bon, bah, deuxième, c'est bien». C'était vraiment l'objectif que j'avais en tête, en me disant: «Tous mes adversaires, quand ils me croisent, ils doivent se dire: il y bon a lui et nous». et voilà. C'était l'idée. Bon, ce sera bien si je suis deuxième. Et alors donc tu as beaucoup partagé, beaucoup appris aussi évidemment des autres nageurs, même s'il y a la compétition, il y a beaucoup de respect. Hem, Est-ce que tu peux nous raconter le moment où Florent Manodou est venu te voir en disant: «Est-ce qu'on peut travailler ensemble?» Alors déjà, Florent Manodou, pour moi, c'est un nageur extraordinaire. Pour situer, c'est une force de bûcheron et c'est une glisse de dauphin. C'est-à-dire que bah, Oui, il a tout. j'ai un petit palmarès dans la piscine, mais quand on l'a vu arriver à Marseille, on s'est dit: «Ouf, lui, il est au-dessus, quoi». C'est vraiment un talent hors norme. Et un jour, il est venu me voir et il m'a dit: «Voilà, Camille, j'aimerais faire du 50 dos», donc là où je suis champion du monde. Tu as dit: «Bon, bah, Et là, tu gentil, mais j'y ouais, suis déjà», la hein? première la 1 fois, je me suis dit: «Le chacal, qu'est-ce qui pourquoi il vient m'emmerder à moi?» Tu sais, le crawl, c'est bien aussi, C'est ça, t'es bon en crawl un peu, arrête de jouer. Et en fait, il faut savoir que Flo, quand il était dans les catégories inférieures, il était champion de France de 50 mètres d'eau déjà, donc en fait, il a commencé d'ossiste. Et donc au début, ma première réaction, c'est de dire: «Waouh, dur qu'il vienne». Et très vite, en fait, je me dis: «Mais quelle chance d'avoir un nageur pour qui j'ai autant de respect, quelle chance de pouvoir travailler avec lui, de la chance de pouvoir progresser avec lui et d'échanger, d'avoir autre chose». Et puis, bah, il va m'amener une pression constante qui va me faire progresser toute l'année. Et donc, on a décidé de faire 2 à 3 entraînements, de rajouter une demi-heure à chaque 2 à 3 fois par semaine bah, pour que j'y apprenne ce que j'ai appris en 10 ans. Il avait 6 mois pour l'apprendre jusqu'au championnat de France. Et là, il s'est passé quelque chose de vraiment fantastique où moi, j'ai tout donné et lui aussi me donnait des détails. Alors évidemment, il pouvait pas me réapprendre ma spécialité, mais par contre, il me posait des questions que je m'étais pas forcément posées parce que j'étais trop dans mes certitudes. Et il me disait: «Mais pourquoi ton bras, il fait ci?» tout et en fait, ça nous a fait évoluer vraiment. Et quand on arrive au championnat de France, il y a que 2 places qualificatives et bah, le deuxième, c'est quand même Jérémy Stravus qui était champion du monde aussi du 100 mètres d'eau, à Shanghai. Et j'ai la chance de gagner cette course. Jérémy fait deuxième et Flo fait troisième à 2 centièmes derrière Jérémy, donc se qualifie pas pour les championnats du monde. Et donc il est vraiment agacé après cette course. Et bon, il se qualifie sur le crawl et sur le papillon. Il réussit les championnats du monde derrière, très bien. Et moi, le dernier jour, c'est le 50 dos. Je gagne ce 50 dos au championnat du monde. Et quand j'arrive au coin France, il y a Flo qui arrive et qui me prend dans les bras et il me dit: bah, si j'avais été qualifié sur le 50». Et je le regarde comme ça, je dis: «Non, non, aujourd'hui, c'est moi le qualif, c'est moi le boss». Je dis: «Genre, tu vas pas sous-entendre que tu aurais pu me battre, quoi». Et je le regarde, je fais: «Mais je t'aurais éclaté». Je lui dis et il rigole et il me dit: «Ouais, t'aurais gagné, mais t'aurais battu le record du monde et j'aurais été deuxième». Et donc on a souri, on s'est congratulé et je suis parti. Et en fait, quand je suis allé chercher ma médaille, je me suis dit: «Mais cette phrase, elle est énorme de belle valeur, en fait». C'est qu'on s'est mis tous les 2 en danger parce que, bah, moi, j'ai donné toutes mes clés de la réussite à ce garçon-là. Il aurait pu me battre, mais on avait compris tous les 2 que l'essentiel, c'était d'être à 100 ce jour-là. Et que bah, si on se faisait battre par plus fort que soi, mais qu'on avait tout donné et qu'on avait joué le jeu, aucun des 2 aurait été déçu, en Pas fait. de regret, quoi. On aurait été content de Pas se de faire regret, battre par puis en quelqu'un qu'on plus, respecte. l'entraînement de l'un par l'autre, qui fait On que tous les 2 ensemble, vous vous poussez plus loin que ce que vous pensiez faire tout seul. Voilà, on aurait été tous les 2 meilleurs que l'un sans l'autre. Et ça, c'est une philosophie qui est difficile à mettre en place, mais quand on y arrive, c'est vraiment une spirale vertueuse qui est magnifique à vivre. Alors, tu parles de fatalisme parfois, qui est une notion qui se rapproche un petit peu de la notion philosophisme du stoïcisme. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ce que c'est pour toi, justement, le fatalisme quand tu abordes ton travail? Alors, pour moi, le fatalisme, c'est de ne pas perdre d'énergie sur ce qu'on ne peut pas gérer et d'utiliser toute son énergie pour changer ce qu'on peut faire évoluer. Et Voilà, ah bah, c'est exactement ça. J'avais sur mes notes la citation de Marc Aurèle, voilà. un stoïcien, qui dit que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre.
Mais du coup, je vais changer, je vais en profiter pour changer mon vocabulaire parce que je me trompe de mots. Et mais merci pour ça parce que du coup, j'ai appris quand on a préparé ça et quand on en avait discuté et c'est vrai que le bon mot, c'est vraiment stoïcisme Mmh. et je l'utiliserai parce que il y a beaucoup trop de gens qui perdent de l'énergie sur des choses qui sont inutiles et dans le sport, on vit vraiment ça lors des blessures. C'est-à-dire que les blessures, on est des lions en cage. Alors les gens pensent peut-être que quand il y a une blessure, on attend tranquillement chez soi en train de faire des barbecues et boire du rosé avec les potes le temps que ça aille mieux. Non, nous, toute notre journée est programmée sur de la récup, sur Mmh. de la cryo, des Ouais, massages. d'autant plus que tu me disais, que tu as que 6 heures par jour, de toute manière, Mm. pour t'entraîner, parce qu'après ça devient beaucoup trop pour le Ouais, quand corps. tout va bien, ouais. Donc tu dois investir ces 6 heures par jour au mieux et donc vraiment décider ce sur quoi tu as une action. C'est ça, ouais, l'avantage du sport de haut niveau par rapport au monde de l'entreprise, c'est que nous, on peut pas dépasser ça. Sinon, on part en C'est vrai surentraînement, en que blessure. parfois on dépasse, 6 heures Bah, par ouais, jour. complètement. Je sais, je sais, je suis plus sportif de haut niveau et hem bah, comment on fait dans ces 6 heures pour être le meilleur du monde? Et je trouve que c'est là où en fait on peut soit ça peut faire peur, soit ça peut être génial. Et moi j'adorais me dire comment je vais être plus inventif, comment je vais être plus créatif que mes adversaires, qu'est-ce que je vais aller chercher, comment je vais copier aussi. J'étais très curieux, j'allais voir énormément de vidéos. Dès qu'il y avait une course avec un chrono intéressant, j'allais voir la course sur YouTube. J'essayais vraiment de m'imprégner de ce que mon adversaire faisait. Pas pour le copier, mais pour, adapter ce qu'il faisait de bien et qu'il a peut-être pensé que moi j'ai pas pensé et voilà, toujours essayer de rester curieux et de Aller surtout regarder la jamais croire concurrence jamais et croire que j'avais s'inspirer la de la solution. compétition, ouais, tout à fait. Très bien. Alors, merci beaucoup pour ce partage. C'est le moment pour nous de passer à la séquence rapide de cette émission, c'est le Quizella. Voilà, on plonge, dans le Quizella, dans les jeux de mots, de natation ou pas. Donc les règles, c'est très simple, je te pose, une série de questions assez rapidement et puis tu dois y répondre le plus vite possible aussi. OK, C'est parti, top chrono, t'es prêt? allez, Marseille ou Font-Romeu? Marseille, Ta sensation la plus grisante, c'est la glisse ou la puissance? la glisse, Le sport que tu fais pour te détendre? le golf, Est-ce que tu sais nager pour le plaisir aujourd'hui? non, Un plaisir coupable? ouah, du bon vin, Ta potion magique à toi, ce qui te rend encore plus fort? mes enfants. Ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit? Hem, ouais, il y en a beaucoup. Le vin aussi. Le vin aussi. Un agréable funis pardon, un agréable fumiste, c'est plutôt un lion patient ou bien un chimpanzé boute-en-train? Hem, Ça peut être les 2. Un joker sur celle-là. Ça dépend ce qu'on décide d'en faire. La différence entre l'activité physique et le sport pour toi, c'est quoi? La performance. Si tu n'avais pas pu faire de la natation, tu aurais fait quoi? En sport, du volley ou du hand. Tu es conférencier, quel est le message principal que tu veux passer à ton auditoire? Qu'on peut tous être les champions de notre vie. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? De faire passer le message qu'on peut tous être champions de notre vie. Non, professionnellement, c'est ça et personnellement, c'est, d'être un bon père. Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi? De pas avoir peur d'aller là où jamais personne, n'a osé aller. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains sur cette planète écoutaient les pionniers aujourd'hui, ce qui est pas loin d'être le cas, je te laisserai regarder les audiences, On est un chouïa. quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais? De prendre que le positif des gens et de laisser de côté, le négatif. On aurait beaucoup moins de problèmes. Très bien. Et alors donc pour, en savoir encore plus sur toute ta philosophie de vie, évidemment, il y a ton livre «50 nuances de bleu», dans lequel tu racontes tout, y compris l'envers de la médaille quelque part. Et donc on comprend beaucoup mieux, ce qui t'anime. Alors on va se quitter aussi, sur, cette chanson que tu as choisie, que tu as sélectionnée, qui est «Dance Monkey» de Tones and I. Alors Mmh. pourquoi tu as choisi cette chanson? Parce que c'est la chanson, qui nous fait danser en famille. Quand on met ça sur l'enceinte, il y a le petit de 2 ans qui danse comme ça avec ses petits doigts, ça la grande qui a 11 ans qui bouge et en fait, c'est vraiment une chanson que quand on la met, tout le monde se lève et tout le monde saute, comme des dingues donc voilà, ça pour moi, c'est beaucoup de joie et beaucoup d'amour cette chanson. Merci Camille, Avec bravo plaisir, pour ce merci de m'avoir fait parcours, confiance. merci pour ce partage incroyable, cette plongée dans ton univers.